Salut à tous, c'est Plugin. Alors on se retrouve pour une vidéo hybride. C'était un concept assez spécial. Comme c'est la première fois que je le fais, il va falloir être indulgent. Le concept est que l'on fait un live qui va être accompagné d'une vidéo derrière. Donc j'ai une capture de mon écran, j'espère que la qualité est au rendez-vous, sinon il va falloir que je vire le chat et que j'agrandisse ma fenêtre, mais c'est la meilleure disposition que j'ai pu trouver, qui me permet d'afficher le chat en direct dans le stream. Le but est que j'arrive à extraire la meilleure qualité possible de ce live pour pouvoir faire la vidéo à partir du live et non pas à partir d'une vidéo que je devrais refaire entièrement. Je regarde les commentaires en même temps. Le live sera publié mais sera mis en non répertorié parce qu'il va être long donc c'est chiant. C'est la vidéo en fait sera synthétique mais il y aura un lien en dessous vers le live pour ceux qui veulent s'amuser à voir le live en entier. Pour le live d'aujourd'hui, on a un setup assez particulier. Il s'agit d'apprendre la programmation. Et donc, j'ai tout un environnement que j'ai préparé un petit peu à l'avance, avec notamment une machine sous Windows 10, pour pouvoir permettre à tout le monde, quelle que soit la machine qu'ils ont, d'apprendre la programmation. Donc, je vais maintenant vérifier. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, quel logiciel on va utiliser ? Pour Mac, on va utiliser Xcode parce qu'il n'existe pas vraiment de logiciel qui soit vraiment bien optimisé pour le C, autre que Xcode. Disons, sur Windows, les écoles ont tendance à apprendre avec CodeBlocks. D'ailleurs, des sites internet aussi en ligne ont tendance à apprendre avec CodeBlocks, mais CodeBlocks, je ne recommande pas parce que c'est terriblement instable comme logiciel. Pour Windows, on peut utiliser Visual Studio. Par contre, c'est long à installer, donc peut-être ce qu'on va faire sur Windows, on va utiliser CodeBlocks. Contrairement à ce que je viens de dire. Parce que c'est plus rapide à installer. Et que pour la convivialité du live, on va pas rester pendant 1 heure devant un écran d'installation. Visual Studio, c'est celui que j'aurais tendance à recommander. Voilà, macOS, la version pour macOS de ce programme n'a pas été mise à jour depuis 2013, donc je ne recommande pas. Par contre, pour Windows, ça date d'aujourd'hui. Bah écoutez, ça c'est parfait. Prenez celui avec MinGW, c'est très important, autrement ça ne va pas fonctionner. MinGW, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un compiler. Donc en gros, c'est ce qui va faire en sorte à ce que votre code puisse être transformé en un programme .exe. Si on ne l'a pas, bah, c'est un peu con parce que vous allez réussir à écrire votre code mais vous n'allez jamais réussir à lancer votre programme pour savoir s'il fonctionne correctement. Par contre, pour Mac, on va utiliser Xcode. Vu que je l'ai déjà installé dans mon ordinateur, ça va aller plus vite. L'installation d'Xcode peut être longue. Déjà, le téléchargement est long, mais l'installation peut être long aussi. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment on obtient Xcode, on va tout simplement dans l'App Store et on va chercher ici Xcode. Et normalement, le premier résultat qui devrait apparaître, voilà, c'est celui-ci. Xcode pour les développeurs. La dernière version est sortie il y a 5 jours. C'est parfait. C'est ce truc-là qu'on va utiliser. Donc, je vais vous montrer comment démarrer un projet de programmation avec ces deux logiciels. Et ensuite, on va commencer la base de base. CodeBlocks n'étant pas un logiciel signé, il me demande si je suis vraiment sûr que je veux l'exécuter. Côté Mac, une fois que vous avez installé Xcode, vous allez l'ouvrir en gros et il va vous demander si vous voulez installer des composants additionnels. Vous n'avez pas trop le choix donc vous allez dire oui. Et vous devriez arriver sur cet écran-là, sauf que vous n'allez pas avoir ces deux projets ici sur la droite puisqu'évidemment ce sont des projets sur lesquels je travaille actuellement. Et vous allez faire créer un nouveau projet Xcode. Donc cette deuxième option que vous voyez ici. Et de là vous allez avoir plein d'options pour créer votre nouveau projet. Mais on va pas s'en occuper puisque le projet aujourd'hui n'est pas de construire des applications mobiles ou quoi. Peut-être que ça viendra puisque le confinement s'annonce plus long que prévu. Vous allez aller dans les onglets en haut dans macOS et vous allez prendre une application Command Line Tool. Alors Command Line Tool, pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'invite de commande Windows ou le terminal, c'est en gros une application qui n'affichera que du texte. Elle n'affichera pas d'image, elle ne lira pas de son, elle ne fera que afficher du texte en fin de compte. C'est ce qu'on veut pour la base de la programmation. Okay, en apprenant, on n'a pas le niveau pour commencer une vraie application. On va faire qu'un truc qui va afficher du texte pour voir si on arrive un peu à maîtriser, à faire par exemple des calculs mathématiques très simples, des additions, multiplications, puissance et compagnie. Alors vous allez nommer en fait votre produit comme vous voulez, vous le nommez absolument comme vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'équipe, vous pouvez le laisser sur personne. L'organisation, vous mettez en gros qui l'a fait.
Et l'identifiant de l'organisation, si vous avez un site internet, vous le mettez en inversé. Si vous n'avez pas de site internet, vous en inventez un en fait. Donc moi je vais mettre fr.plugin. On peut même mettre ici si je veux un sous-domaine ici. Donc vous l'écrivez en fait en inversé. Et très important, le langage, vous devez sélectionner du C, puisque aujourd'hui, on va apprendre le C. C++, ce sera pour une prochaine fois. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites suivant, et il va vous demander où vous souhaitez l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer dans mes documents. Vous patientez un peu le temps que le projet se crée, et voilà, magie, vous avez maintenant ceci qui apparaît. Alors toutes les options que vous voyez devant vous actuellement, pour le target, on ne va pas s'en occuper, puisque ce sont normalement des choses qu'on modifie sur des programmes beaucoup plus complexes, ou alors sur des applications mobiles ou applications pour Mac. Comme on fait un programme dans le terminal, on a besoin de absolument rien toucher là-dedans, et on va direct s'intéresser à ce qui est dans notre dossier. Donc vous voyez qu'il y a deux dossiers, un dossier produit, avec un fichier qui s'appelle YouTube vidéo hybride C. Le produit, c'est en fait le résultat de votre code. C'est ce qui va se passer quand le code va passer dans le compiler, en fait. Il va lire votre code et il va l'assembler dans un programme que vous pourrez ensuite cliquer pour ouvrir. Le produit est géré par Xcode, donc on s'en occupe pas. On va le fermer. Et on va directement s'intéresser à ce qui est dans le dossier ici. YouTube vidéo hybride C, donc il porte le même nom que le projet. À l'intérieur, vous avez un fichier main.c. Et c'est ce fichier-là qui va nous intéresser parce que c'est là-dedans que vous allez mettre tout votre code. Alors vous voyez que Xcode est sympa, il nous a préparé un petit code à l'avance. Et donc l'idée maintenant, c'est de voir au moins si ce code-là fonctionne avant de vous l'expliquer. Vous allez directement appuyer sur le bouton Play en haut. Et vous voyez en haut qu'il est en train de compiler votre code. Et si vous avez bien réussi, vous allez avoir une petite information Build Success. Hello, world, point d'exclamation. Et à la fin, vous avez une petite mention qui n'était pas dans notre code, qui dit le programme s'est terminé avec le code de sortie 0. Alors évidemment, il est important de parler la base de l'anglais pour bien comprendre la programmation. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas non plus besoin d'un niveau exceptionnel en anglais pour pouvoir vous débrouiller en programmation. Avant de passer aux explications, on va d'abord s'occuper des utilisateurs Windows pour leur montrer comment eux doivent créer le projet pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Alors ce que vous allez faire, vous allez ici donc créer un nouveau projet. Pareil, vous allez choisir, au lieu de prendre toutes ces options-là assez complexes, vous allez choisir une application console. C'est exactement la même chose que l'application de terminal, ce qu'on avait choisi dans Xcode. Cette fois c'est console application, vous allez faire suivant. Vous allez choisir le langage C, bien évidemment, puisque c'est le langage C qu'on veut faire. Et là également, vous allez choisir, on va choisir ça comme projet, et vous allez choisir également où vous voulez l'enregistrer. Vous validez, vous ne touchez à rien de ces options-là, donc vous validez, et une fois que c'est validé, pareil, actuellement il n'y a rien qui s'affiche, par contre si vous allez sur le côté, vous allez voir YouTube Live Hybrid, Source, et vous allez appuyer sur le petit plus du Source pour afficher, et vous avez pareil un fichier main.c, avec à peu près la même chose que ce que Xcode nous avait préparé. Donc là, même principe, vous allez faire l'engrenage et play pour vérifier que votre programme fonctionne. Attention, ne faites surtout pas le bouton play ici, contrairement à Xcode. Ici, vous devez utiliser l'engrenage et le bouton play. Je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Appuyez sur l'engrenage et le bouton play pour l'exécuter. Vous voyez ici, on a bien un Hello World qui s'affiche. L'interface est un peu différente par rapport à Mac, puisque là, ça ouvre une fenêtre noire, mais ça fonctionne. Il vous demande ici d'appuyer sur une touche de votre clavier pour continuer. Évitez d'utiliser la croix, parce que ça va vous retourner une erreur inutile en bas. Et vous voyez ici, processus terminé, avec le statut 0, 0 minutes et 21 secondes, ce qui signifie que la fenêtre est restée ouverte pendant 21 secondes. Maintenant, il est temps de passer à l'explication du code. Pourquoi il y a des petites différences entre les deux codes qui ont été générés. Les différences ici, vous pouvez remarquer là-haut, il y a 2 includes dans Windows et un seul dans Mac. Ça, c'est un choix plutôt qu'une différence. En réalité, on peut parfaitement se permettre de prendre les 2 includes qui sont ici et de les mettre dans le Mac également. Alors, qu'est-ce que include? Pourquoi include? Qu'est-ce que ça représente? En fait, le C, par défaut, est assez limité comme langage. Pour permettre d'utiliser davantage de fonctionnalités dessus, il faut ce qu'on appelle importer des bibliothèques ou des librairies en anglais. L'idée, c'est que ces librairies contiennent l'essentiel de ce dont nous, on va avoir besoin pour gérer le C.
Le stdio qui est intégré déjà par défaut par l'ensemble des logiciels comme Xcode et CodeBlocks. stdio c'est pour standard IO. IO c'est pour in et output. Input, output. En gros, si vous voulez afficher du texte à l'écran, ce qu'on a fait ici avec le Hello World, c'est une sortie. C'est une output. Donc on a besoin du IO. Et si jamais on veut nous saisir du texte, ce qu'on va faire plus tard, on a besoin également de cette même bibliothèque stdio. Et cette fois on a besoin de la partie in. Sans ces bibliothèques-là, on est très limité en C et on ne peut que faire des calculs mais sans aucune interaction avec l'utilisateur. Donc quand même c'est pouvoir interagir pour pouvoir savoir si tout fonctionne correctement ou pas. Et std libre, ce sont des librairies, donc des bibliothèques par défaut qui permettent d'utiliser davantage de fonctions. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que ça permet de faire. Alors vous pouvez constater ici que la première ligne c'est déjà le bordel sur Mac et ça l'est un peu moins sur Windows. Alors, qu'est-ce que c'est? Main, c'est le nom de la fonction. En fait, une fonction en C va toujours s'écrire le nom de la fonction, entre parenthèses, quelque chose. Et tout ce qu'on veut mettre dans la fonction sera dans des accolades, ici présentes. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur de ce bloc-là est dans la fonction main. Alors, la fonction main, c'est un standard. On a décidé que ça marchait comme ça pour le C. La fonction main est obligatoire, puisque c'est le point d'entrée de votre programme. Parce que vous allez voir plus tard, vous pouvez faire plusieurs fonctions pour répartir votre code intelligemment. Mais vous devez avoir une fonction main parce que c'est celle qui sera systématiquement appelée par le programme lorsque vous allez vouloir le lancer. Si je renomme mon programme en main 5, par exemple, si je mets un main 5 ici, et que j'essaie de le lancer, il va me mettre une erreur ici. Et si je regarde, il me met ici, attention, je ne connais pas le symbole qui s'appelle main. Il en a absolument besoin du main. Sans le main, il ne peut pas fonctionner. Maintenant, ce qu'il a mis dans les parenthèses, on ne s'en occupe pas, c'est le système qui a créé ça automatiquement. Et nous, on n'en a pas besoin, on ne va pas utiliser ce truc-là en fait. Et on constate même d'ailleurs que sur Windows, il n'en a même pas besoin de ces informations. À vrai dire, on peut même s'en passer. On peut les effacer, que ça marchera très bien aussi, puisque ce sont des arguments facultatifs. Printf, c'est la fonction qui permet d'afficher du texte à l'écran. Une fonction s'appelle toujours avec le nom de la fonction suivi de parenthèses et les arguments de la fonction, c'est-à-dire ce qu'on veut faire passer à la fonction, sont également dans ces parenthèses. Donc vous voyez ici, dedans, dans la fonction printf, donc afficher, on lui a passé une chaîne de caractères, donc des guillemets, avec dedans ce qu'on voulait imprimer. Le anti/n que vous voyez à la fin, vous devez vous demander à quoi ça correspond. Pour tous les langages, le anti/n, c'est une manière de retourner à la ligne. Vous voyez ici qu'il a affiché Hello World, point d'exclamation, et qu'il a affiché le programme s'est terminé avec le code 0. Si j'enlève ici le anti/n et que je relance le même programme, en fait le programme machin va se coller au point d'exclamation. Donc normalement dans les printf, donc dans les impressions de texte, on met toujours un anti/n à la fin pour éviter que le texte soit collé sur une ligne. D'ailleurs, si j'en ajoute un deuxième, on peut en mettre autant qu'on veut. Si j'en mets 4, on va voir que le programme ici, machin, va être largement en dessous. Vous voyez, il aura mis 4 retours à la ligne. La convention, c'est d'en mettre 1, mais vous pouvez évidemment faire absolument ce que vous voulez. Avant de commencer à faire quoi que ce soit avec le C, il est très important de comprendre les variables, le concept des variables. C'est un élément très important pour le C. Les variables, concrètement, c'est des données que vous allez temporairement stocker et dont vous pourrez avoir besoin dans votre code. Alors, stocker, il faut savoir dans votre ordinateur, vous avez deux endroits pour stocker des données. Vous avez votre disque dur, ou votre SSD, c'est la même chose, qui est un disque de stockage de masse. Ce disque-là sert à enregistrer toutes les données de manière permanente. Cependant, votre programme a beaucoup de données qui sont utilisées de manière temporaire, c'est-à-dire tant que votre programme est ouvert, c'est utile. Une fois que votre programme est fermé, vos données qui sont dedans sont plus vraiment utiles et pourront être rechargées lors de sa prochaine ouverture. Pour ça, on utilise la mémoire vive, aussi appelée RAM, et la RAM a également un autre avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que le stockage de masse pour lire et écrire les données, et donc ça permet pour votre programme d'être beaucoup plus rapide à l'exécution. Alors la RAM fonctionne pas du tout comme votre disque de stockage de masse, où vous enregistrez un document et vous l'ouvrez et basta. La RAM est plus compliquée que ça à gérer, et pour ça il faut d'abord notamment lui indiquer le type
de la variable, de la donnée donc, que vous allez enregistrer dedans. Les types à connaître sont les entiers qui permettent de stocker un nombre. Vous avez ensuite les floats. Les floats, c'est les nombres réels, donc les nombres à virgule. Vous avez les doubles. Les doubles, c'est en fait des nombres réels, mais qui sont 2 fois plus grands que ce que la limite de la mémoire peut soutenir de l'habitude. Donc les doubles, vous utilisez seulement si vous maniez des nombres extrêmement grands. Et char. Char, c'est des caractères, ou alors des chaînes de caractères, ça dépend comment c'est utilisé. En tout cas, voilà les 4 types que vous avez à connaître. Et pour ça, je propose déjà qu'on fasse directement un point là-dessus. Mettons ici qu'on veut enregistrer dans notre programme le nombre de jours depuis lequel on est en confinement. C'est un entier, d'accord? Donc c'est un nombre entier naturel, il sera positif, mais il n'y aura pas de virgule, puisqu'on considère qu'on veut un jour et non pas des heures et compagnie. Donc on va mettre int pour entier, d'accord? Pour integer. Et vous allez mettre le nom de votre variable. Le nom de la variable, c'est le nom dans lequel vous allez pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Donc on va mettre jour ou J confinement par exemple. Et on va mettre ici 13 puisque je pense que c'est le 13e jour de confinement si je dis pas de bêtises. Vous mettez donc égal 13 et vous allez mettre un point virgule. Alors le point virgule est très important. Le point virgule, vous devez le mettre après chaque instruction pour signaler en fait la fin de celle-ci. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça que ça marche en C. Le point virgule est obligatoire, la moindre oubli de point virgule empêche le programme de fonctionner correctement. D'ailleurs si vous allez voir, si je l'enlève, il va immédiatement me signaler qu'il me manque le point virgule et que je dois l'ajouter. Le return 0 à la fin signifie que en fait vous allez, depuis la fonction main, renvoyer 0. Et c'est la raison pour laquelle il y a un int devant. C'est parce que la fonction main va vous renvoyer, en fait, ou plutôt va renvoyer à votre ordinateur, puisque vous, c'est pas ça qui vous intéresse, le chiffre 0. Et c'est la raison pour laquelle ici on voit à la fin, le programme c'est terminé avec le code de sortie 0. Si je change ici en code de sortie, enfin si je mets return 54, on va avoir ici le programme s'est terminé avec le code 54. En fait, ceci permet de déterminer si votre programme s'est bien déroulé ou pas, s'il y a eu des erreurs ou pas. Pour bien l'illustrer, on peut regarder dans Windows, maintenant, appliquer la même chose. On va faire int jconfinement égale 13, avec le point virgule, return 0. Si ici je mets return 43, et que je lance mon programme et que j'appuie sur le truc, vous voyez que j'ai ici un bandeau rouge qui me dit le processus s'est terminé avec le code de statut 43. En fait, pour lui, 43, c'est un code d'erreur. C'est pas une issue normale du programme. Et donc, le standard est qu'il faut toujours, si vous êtes vraiment arrivé à la fin de votre programme et que tout s'est passé comme prévu, faire 0. Vous avez donc ici la journée, le confinement qui est égal à 13. J confinement est égal à 13. On va maintenant déclarer un nombre réel, donc float. Qu'est-ce qu'on peut mettre en nombre réel? Je ne sais pas. Bon, on va mettre l'heure, même si c'est pas vrai. On va mettre donc ici 16,55. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'on est censé gérer les heures normalement, mais c'est vraiment pour la démonstration. C'est un point. C'est bien sûr, c'est un point parce que la virgule, ça sert à déclarer plusieurs choses en même temps. On a ici notre heure. On peut également déclarer un double qu'on peut appeler année, même si c'est à nouveau faux. Le nombre est beaucoup trop petit pour appeler un double. En fait, ce que ça définit, int, float et double, c'est la taille que va prendre votre objet dans la mémoire. Et enfin, char. Alors pour la char, on va commencer par faire simple, on va mettre la lettre A. Il faut leur donner un nom, d'ailleurs, on va l'appeler A égale A. Voilà les différents types de variables que vous devez absolument connaître. Maintenant, il est possible de manipuler ces variables. Par exemple, pour les entiers, vous pouvez décider que J confinement, vous pouvez changer sa valeur avec J confinement est égal à, et puis la nouvelle valeur. Par exemple, si vous voulez le passer à 14, vous pouvez écrire J confinement est égal à J confinement plus 1. À ce moment-là, il va passer du 13 initial à 14. Il existe un moyen même plus court d'augmenter de 1, puisqu'on a remarqué qu'en C, on a pas mal besoin d'augmenter les variables. On peut utiliser J confinement plus plus. C'est un raccourci qu'on utilise pour pouvoir rapidement incrémenter, on appelle ça la variable J confinement de 1. Donc avec ce code-là, J confinement est maintenant égal à 15. Mais alors comment le vérifier? Il faudrait imprimer la variable J confinement à l'écran pour savoir si elle a vraiment augmenté ou pas. Alors pour ça, vous allez faire printf
la fonction, vous mettez les parenthèses parce que vous devez mettre la parenthèse pour une fonction et vous allez lui passer quelque chose. Alors vous pourriez tenter de directement écrire jconfinement sans guillemets dans la fonction printf. Malheureusement, s'il y a des langages où ça fonctionne, le C n'est pas un langage si simple et ne permettra pas d'imprimer jconfinement en le passant directement dans la parenthèse. En fait, pour ce faire, le C fonctionne de manière assez spéciale. Ça peut avoir des avantages comme des inconvénients. Vous devez systématiquement en fait mettre des guillemets, quoi qu'il arrive. Et vous devez écrire quelque chose dedans et passer en fait la valeur de jconfinement dans ces guillemets en utilisant %d pour un entier. Alors je vous montre un exemple. Vous pouvez mettre la valeur de jconfinement est comme ça. Et en fait, le %d, vous allez devoir lui dire derrière les guillemets à quoi ça correspond avec une virgule et jconfinement. Et vous pouvez en mettre comme ça plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez mettre et la valeur de année est. Pareil, vous pouvez mettre comme ça et vous pouvez mettre ici année. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. La seule chose à respecter, c'est l'ordre. Vous voyez ici, le premier %d va correspondre au jconfinement qui est ici. Le deuxième %d va correspondre aux années qui est ici. On peut relancer notre programme avec l'engrenage et le bouton play pour vérifier s'il fonctionne. Et il nous montre ici, la valeur de jconfinement est 15, la valeur de année est 0. Alors vous allez me dire, mais il y a un problème. Pourquoi la valeur de l'année est 0? On avait dit que c'était égal à 2020. En fait, le %d que vous avez indiqué ici, c'est là que ça se complique davantage. C'est qu'il y a un pourcentage pour chaque type de données. Et donc, en fait, le %d ne va fonctionner que si vous lui donnez un entier naturel, donc un int, ou pas forcément naturel d'ailleurs, un entier tout court. Mais dans tous les cas, il ne va pas accepter les nombres à virgule, ni les nombres de type double. En fait, si vous voulez imprimer un float, vous allez devoir faire %f. Donc, au moins, vous vous y retrouvez. En mettant un %f pour float pour afficher année, ça fonctionne, mais ça fait pas exactement ce qu'on voulait parce que ça nous affiche bien 2020, mais il pense effectivement que c'est un nombre à virgule. Vous avez même la possibilité pour le double d'afficher LF, qui considère que c'est un nombre encore plus grand. J'ai oublié de vous préciser un autre type qui est important quand même. Le double, c'est pour un nombre à virgule qui est plus grand. Par contre, si vous voulez afficher un nombre entier qui est plus grand, c'est un long. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut choisir comme truc. N'importe quoi. Est égal à, et vous pouvez mettre un nombre très grand, ça posera pas de problème. Ce que je suis en train de faire ici, avec les 2 slash que vous voyez, ça s'appelle des commentaires dans un code, c'est une partie où vous pouvez écrire strictement n'importe quoi et ça ne perturbera pas le fonctionnement de votre code. Si jamais vous voulez faire un long pavé d'explications, ça sert notamment à fournir des explications sur un code, vous avez la possibilité de le faire avec slash étoile et étoile slash. Et tout ce que vous mettez dans ce bloc sera ignoré, on va dire, par le compiler et donc ne sera pas présent dans le programme final et ne viendra pas perturber votre programme. Donc ça, ici, c'est pour les commentaires, ça sert à fournir des explications. Utilisez slash étoile et étoile slash et mettez dedans un long pavé, ou alors, si ça tient sur une ligne, utilisez 2 slash tout simplement pour écrire votre commentaire. Donc là, j'écris type de nombre entier. Le premier étant un nombre entier simple, le deuxième étant un nombre entier, comme il dit, plus grand en fait. Le dernier c'est pour des caractères, et ici c'est pour les nombres réels. Pour les caractères, il nous manque un type quand même. Là, pour un caractère, ça affiche, comme on l'a dit, un caractère. Mais si jamais on voulait, par exemple, garder hello world, qui est juste ici, et le conserver en fait dans une variable pour pouvoir l'enregistrer et y accéder. Pour ça, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un tableau de caractères. Alors, sans rentrer dans les détails de ce que ça fait un tableau pour le moment, la déclaration d'un tableau de caractères se fait comme ça. On va appeler cette variable hello world. Crochet est égal à, et alors là, vous allez avoir besoin des accolades, et vous allez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, je mets ceci. Évidemment, on n'oublie pas le point virgule. Et alors, pour imprimer en fait hello world, disons ici, à la ligne, ici vous pouvez faire un deuxième printf pour afficher ce qu'on a mis dans hello world,
vous allez devoir faire pareil, et au lieu de mettre %d ou %lf ou quoi, je ne sais pas quoi encore, vous allez faire %s pour string, string étant la chaîne de caractères, avec comme argument donc hello world à l'intérieur, et voilà, ça vous affiche le même hello world, que vous pouvez d'ailleurs vous amuser à modifier, vous pouvez même le traduire, bonjour monde. Ça n'a pas de sens, mais c'est pour vous montrer que c'est bien le hello world qu'on a stocké ici, qui s'affiche. À partir de là, vous avez tous les types nécessaires pour pouvoir stocker des valeurs dans la mémoire. Maintenant, ce qui est bien important de comprendre, il y a donc des conditions dans tous les langages qui permettent de rendre tout ça intéressant, puisque pour l'instant on fait des opérations linéaires, mais à un moment donné, selon le projet que vous allez vouloir faire, il faut bien qu'il y ait par exemple plusieurs scénarios, plusieurs situations possibles, et donc pour ça il va vous falloir des conditions. Il y a 3 types majeurs de conditions. Les conditions qu'il y a permettent par exemple de vérifier si une valeur est égale à, si une variable est égale à une valeur donnée. Par exemple, ce qu'on peut faire c'est si, et donc c'est là que vous avez besoin de l'anglais, if, toutes les déclarations que vous allez mettre dans les conditions, malheureusement vous devez utiliser les parenthèses, donc c'est pas ce qu'il y a de plus évident à deviner, mais vous devez mettre toutes vos conditions dans les parenthèses. Et mettons J confinement est égal à 13, ce qui va être le cas puisque on va augmenter J confinement après. Et tout ce que vous mettez à l'intérieur de ces accolades, qui sont là, va être exécuté seulement si au moment où on passe dessus, J confinement est égal à 13. Sinon, il va directement zapper derrière l'accolade. Et donc ici, par exemple, on peut faire un printf en disant ça porte malheur, par exemple. On n'oublie pas le point virgule. Lorsque vous voulez comparer une valeur, il est très important de mettre 2 égales. Vous en mettez un uniquement si vous souhaitez attribuer une valeur à une variable. En revanche, si vous comparez cette variable à soit une autre, soit à une valeur, vous devez impérativement utiliser 2 égales. Vous voyez ici, ça porte malheur. Si jamais vous pouvez parfaitement comparer 2 variables entre elles. Par exemple, si ici je prends une variable que j'appelle int chiffre du malheur est égal à 13, je peux parfaitement comparer J confinement avec le chiffre du malheur. Et normalement, puisque le chiffre du malheur, on a défini que c'était égal à 13, ça va fonctionner. Admettons du coup maintenant qu'on augmente J confinement de 1, avec J confinement plus, ce qui est là-dedans ne sera plus exécuté puisque maintenant J confinement sera égal à 14 et non plus à 13. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un sinon. Si jamais cette condition-là n'est pas satisfaite mais que vous voulez faire une autre condition, vous mettez sinon, et pareil, vous avez besoin des accolades. Vous pouvez faire printf, courage, ça fait 2 semaines. Mais alors le problème c'est que vous voyez, ça fonctionne uniquement puisque J confinement était égal à 13, qu'on l'a augmenté de 1 et que ça fait du coup 14. Or ici avec le sinon, on n'a aucune idée, on n'a pas la certitude que J confinement sera effectivement égal à 14 et que ça fera 2 semaines. Peut-être que ça fera beaucoup plus, peut-être que ça fera aussi moins, selon le code évidemment. Et donc il faut bien sûr s'assurer, si jamais ici on veut afficher ça uniquement si ça fait 14 jours, d'avoir un else if, donc sinon si J confinement est égal à 14, évidemment il ne faut pas oublier le point virgule, il faut bien ne pas oublier de préciser toutes les conditions nécessaires pour que le texte soit logique. Si ça fait que 2 jours qu'on est en confinement, on ne va pas afficher courage ça fait 2 semaines. Il faut effectivement vérifier que ce soit bien égal à 14. Par ailleurs, on n'est pas obligé de faire une égalité stricte. On peut par exemple faire une égalité, disons, si c'est supérieur ou égal à 14. Ça fonctionne exactement comme dans les maths, sauf que ça c'est 2 caractères, supérieur ou égal. L'inverse fonctionne aussi, donc inférieur ou égal. Il est important de mettre le inférieur ou supérieur avant le égal, mais enfin ça fonctionne exactement comme la langue française. On n'inverse pas les 2 signes. Donc voici les égalités. Ça c'est une égalité, ça c'est supérieur ou égal, mais il y a également d'autres possibilités. On peut également vérifier que J confinement est différent d'une valeur. Par exemple, s'il est différent de 30, on peut afficher ici, ça ne fait pas pile 30 jours. Donc ça, c'est pour tester ici la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais annoter ce code, mais il est également possible de combiner plusieurs vérifications, plusieurs conditions
dans un même if. Et les deux principaux outils que l'on dispose pour cela, c'est l'opérande et ou ou. Alors ce que ça fait est plutôt très simple. Le et va fonctionner, le if va fonctionner seulement si les 2 ou les 3 ou les 4, ça dépend combien vous en avez mis, sont vrais. Le ou va se déclencher si une de ceux-là est vraie. Même si les autres sont fausses, il en suffit que d'une soit vraie pour que ça se déclenche. Donc on va faire une démonstration directement. If A est égal à A, et pour le et, on va utiliser le et commercial comme cela, et année est égal à 2020. Donc de nouveau, les accolades sont très importantes. Et ce qui est très important aussi, c'est une erreur que je vois un peu trop souvent. Les points-virgules sont pour les instructions, elles ne sont pas valables pour les conditions. Attention, pas de point-virgule pour les conditions. Par contre, il y a des accolades. Vous mettez ici donc A est égal à A, année est égal à 2020, et donc là vous pouvez imprimer par exemple, tout s'est passé comme prévu. Puisque si A est égal à A et que année est égal à 2020, comme on n'y a pas touché, normalement ils sont censés être toujours égaux à ces valeurs respectives. Donc là c'est le et. On peut également mettre un ou. Par exemple, if, toujours la même chose, A est égal à A ou. Alors pour le ou, c'est 2 barres verticales, comme celle-ci. Ou J confinement est égal à 3, vous pouvez imprimer au moins une des deux conditions est vraie. Vous n'aurez pas la possibilité de savoir laquelle, sauf si vous faites un deuxième if à l'intérieur du if. Il est parfaitement autorisé dans le if de faire un deuxième if, qui sera du coup exécuté seulement dans le cas où le premier a déjà été appelé, et le deuxième aura lui aussi ses accolades et tout le tralala. Donc là vous pouvez mettre A est égal à tac tac A tout seul. Donc là vous pouvez mettre printf A est conforme. Vous pouvez mettre des if dans des if et vous pouvez même en mettre à l'infini. Maintenant assurez-vous de les utiliser correctement. Donc ici c'est le et ici c'est le ou. Les deux autres composantes à connaître pour la vérification en fait de conditions, c'est ce qu'on appelle des boucles. Ça sert à répéter du code plusieurs fois. Imaginons qu'on veut accélérer le temps et augmenter un par un J confinement jusqu'à 50. Qu'on veut aller donc qu'on veut faire en sorte à ce que J confinement soit égal à 50. Écrire J confinement est égal à 50, c'est de la triche. Disons qu'on va faire des vérifications et qu'on veut afficher à chaque fois une ligne qui dit quel jour de confinement on est, en accéléré du coup. On va pas s'amuser à écrire J confinement plus, afficher on est au jour 2. J confinement plus, on est au jour 3. J confinement plus, on est au jour 4. Ça c'est beaucoup trop long et pas du tout pratique. Heureusement, on a pensé à des boucles. Il existe donc deux types de boucles. La boucle while, en fait il en existe trois, la première étant plutôt dérivée de la deuxième, donc je vais vous présenter d'abord celle-ci. La boucle while permet de dire tant que, et dedans vous allez mettre une condition, et disons la condition, il faut que la condition soit vraie pour que ça continue. Donc par exemple si dedans on écrit A est égal à A, et qu'on met les accolades comme ceci, et donc que dedans on écrit printf, la condition est toujours vraie. Je ne sais toujours pas comment on met l'anti/n, mais c'est pas grave. À votre avis, si je lance le programme dans l'état, que va-t-il se passer? Bien, la solution, c'est que, en fait, comme je ne vais jamais toucher à A, je ne vais jamais modifier sa valeur, je ne fais que vérifier si elle est bien égale à la lettre A, ce qui va être effectivement le cas, puisque là-haut, on l'avait défini comme égal à A. Eh bien, en fait, ce texte, la condition est toujours vraie, va s'afficher à l'infini et on ne pourra jamais l'arrêter. Vous pouvez constater, si je le lance ici, voilà, ça va vous afficher une infinité de la condition est toujours vraie parce qu'on ne va jamais la toucher. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire en informatique. Ça s'appelle une boucle infinie. La boucle infinie, c'est une bête noire pour tous les programmes, pour tous les développeurs, pour tous les utilisateurs de votre programme, puisque si vous le laissez tourner comme ça quelques minutes, vous allez avoir au bout d'un moment votre ordinateur qui va tellement ralentir que vous ne pourrez plus l'utiliser du tout. Donc l'idée c'est qu'on ferme maintenant ce programme. Et pour que la condition du coup s'arrête, il faut quand même qu'à un moment donné, on touche la valeur de A. Par exemple, si on met A est égal au caractère C, eh bien ça va afficher la condition est toujours vraie qu'une seule fois. Voilà, ici ça s'affiche qu'une seule fois et il ne l'a pas affiché une infinité de fois comme tout à l'heure.
pour faire ce qu'on vient de faire une condition une fois et après vérifier, il existe également une autre type de condition qui s'appelle le do while. Do while, c'est en fait une condition plus ou moins, c'est plus ou moins la même chose que la boucle while, sauf que ça le fait, disons, dans l'autre sens. Ça commence par exécuter le code pour après vérifier si c'est vrai. Ce qui veut dire que même si la condition est fausse, il va l'exécuter une fois et après soit c'est vrai, du coup il recommence, soit c'est faux, du coup il l'arrête là. On peut mettre ici printf. On exécute une fois sans savoir si la condition est vraie. Et après, c'est while a est égal au caractère C. Donc, on rappelle qu'à ce stade-là, A est égal à la lettre A. Et donc, on lui dit que on doit faire ça tant que A est égal à C. On exécute une fois sans savoir si la condition est vraie. La condition est toujours vraie vient de la boucle while qu'on a écrit en dessous. En revanche, si je remplace ici par A est égal à A, on va avoir une infinité de on exécute une fois sans savoir si la condition est vraie, comme ceci. Puisque la première fois on l'exécute sans savoir si c'est vrai, toutes les fois suivantes on vérifie si c'est vrai ou pas, et comme c'est vrai, on l'exécute à l'infini. Vous noterez la petite exception concernant le point virgule. Le do while prend un point virgule à la fin de la condition. C'est un des rares scénarios où on a besoin de mettre un point virgule pour le do while, puisqu'en fait les accolades sont avant le while. Or normalement c'est l'accolade qui sert de délimitation, donc c'est l'exception, puisque du coup l'accolade étant avant, pour bien indiquer que c'est la fin de la ligne, on est obligé de rajouter un point virgule derrière. Et enfin, après le while, il y a finalement la condition qui va nous intéresser nous. On avait dit qu'on voulait arriver à J plus 50 de confinement, et donc on va écrire la dernière boucle qui s'appelle la boucle for. La boucle for fonctionne d'une manière un peu différente que le while. La boucle for permet de contrôler un nombre défini de fois l'opération. Le while permet en gros de répéter une opération tant que on ne sait pas trop combien de fois en fait, mais en tout cas on va la répéter et à un moment donné ça va s'arrêter. En tout cas, les conditions qu'on a mis ici ne s'arrêtent pas, mais normalement un programme plus complexe a une condition d'arrêt. Par exemple une variable stop qui est égale à 0, et puis dès que vous avez besoin de vous arrêter, vous mettez stop égale 1 et ça va vous arrêter votre boucle while. Ça marche très bien. La boucle for fonctionne pas pareil puisqu'elle permet de définir un nombre défini d'opérations. Et donc, dedans, vous allez avoir besoin d'un compteur. Donc, on va mettre J confinement est égal à J confinement. Alors ça, c'est l'initialisation. C'est un peu débile. C'est en gros, on dit J confinement est égal à lui-même pour lui dire, écoutez, voilà la situation de départ. Concrètement, ce que ça veut dire, J confinement à ce stade-là est égal à 15, mais on lui confirme qu'on ne veut pas mettre autre chose, parce qu'il est aussi possible de lui dire égal à 0. En fait, il est possible, pendant le for, de lui donner une valeur, on peut lui donner un peu n'importe quelle valeur. Donc, il est important de lui donner la situation initiale. J confinement est égal à 15, donc est égal à J confinement. Il est égal à lui-même, pour pouvoir reprendre de là où on était. Ensuite, il faut nous donner la condition pendant laquelle on va continuer. Et ici, c'est J confinement inférieur ou égal à 50. Puisqu'on veut arriver à 50, donc il faut qu'on aille jusqu'à inférieur ou égal à 50. Donc, tant que c'est inférieur ou égal à 50, on va recommencer. Et la dernière instruction, et pardon, il faut séparer ces commandes par des points-virgules. La dernière instruction, c'est comment on gère l'incrémentation de J confinement, donc combien J confinement doit augmenter à chaque opération. Et ben là, on met J confinement plus. Disons, on veut augmenter de 1 jour à chaque itération. Donc à chaque fois qu'on passe dans cette boucle for, on veut augmenter J confinement de 1 jour. Dedans, on peut écrire printf. Je vais copier celui-ci parce que j'ai besoin de l'anti/n. On écrit confinement J plus %d, puisque je rappelle que pour passer une valeur, on utilise le %d. Et dedans, on fait passer J confinement. Normalement, à partir de là, on devrait voir, lorsqu'on le lance, 15 moins 50, voilà. Vous voyez ici, on est parti de 15 ou de 16, ça dépend. On est parti de 14 et on a fait comme ça jusqu'à 50. Et donc, à chaque fois, là-dedans, évidemment, il est possible vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Évidemment, là, je ne fais que de l'affichage, mais on peut faire plein d'autres choses, évidemment. Pour conclure, donc là, le for, c'est pour un nombre connu d'itérations. Et pour le do while ainsi que le while, c'est nombre inconnu d'itérations. Donc ça va dépendre évidemment de votre scénario. Enfin, une dernière chose qui est très importante de connaître
avant de pouvoir faire quelconque exercice là-dessus, c'est tout simplement la saisie. Donc il est important pour que l'utilisateur puisse interagir avec votre programme, qu'il puisse par exemple saisir une valeur. Donc on va lui demander par exemple de saisir quel jour de confinement nous sommes, puisque le programme ne peut pas le deviner tout seul, du moins il pourrait, mais on n'a pas les compétences encore pour le faire. Donc on peut lui demander avec un printf, parenthèse c'est une fonction, et dedans on lui dit quel jour de confinement sommes-nous. Alors vous noterez que j'ai mis ici un espace après le point d'interrogation, parce que la saisie au clavier va se faire directement derrière le printf. C'est pour éviter de coller le texte qu'on va saisir au clavier sur le point d'interrogation. Et donc ici, pour la saisie du texte, ça se fait avec la fonction scanf, pareil, parenthèse, et ça fonctionne exactement comme de l'affichage à l'écran. On utilise parenthèse %d, on met une virgule, et là, on passe non pas J-confinement, mais e-commercial J-confinement. Ça, je vous l'expliquerai dans un autre live. Dans tous les cas, vous devez passer pour le scanf uniquement un e-commercial suivi de J-confinement. Et ensuite, on peut écrire « Nous sommes au confinement ». Donc on voit, il a fait J plus machin jusqu'à 50. Et là, il nous demande quel jour de confinement sommes-nous. Et là, c'est notre moment pour l'utilisateur de saisir du texte sur notre clavier et de lui dire on est au jour 13. Et donc voilà, il dit maintenant nous sommes au confinement J plus 13. Il peut enregistrer une valeur. Ce que je vais éventuellement faire, c'est créer un repos GitHub avec le contenu, on va dire, le contenu de ce live, ce fichier-là de C. On va mettre ça directement ici. Donc là, il nous prévient qu'on n'a pas utilisé n'importe quoi et on n'a pas utilisé heure, mais évidemment, c'était pour vous donner un exemple. Donc tous les avertissements, faites attention, parfois il faut s'en méfier, parfois ils sont inutiles. Donc quand c'est pour des variables inutilisées, dans le cadre de l'apprentissage, c'est des avertissements qui sont inutiles. Dans le cadre d'un programme que vous allez mettre en production, il faut surveiller de près pour voir est-ce que c'est normal ou pas que vous n'ayez pas utilisé la variable. Est-ce qu'il s'agit d'un oubli ou est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez utiliser et que finalement vous ne le faites pas? Dans ce cas-là, il vaut mieux supprimer la variable. Mais en tout cas, dans le cadre de l'apprentissage, ça ne change rien. Donc là, ça vous montre un peu la base de l'apprentissage. Le fichier ici, C, sera disponible dans une repo GitHub pour pouvoir reprendre en fait un prochain live dans lequel on ira s'aventurer dans des concepts un peu plus compliqués du C. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer la base de base. Et ce que je propose du coup, si jamais vous voulez vous y prendre au jeu, je vais vous faire comme les profs et je vais vous marquer ici un exercice. Disons ici, l'exercice va être plutôt simple. Ça va être, faites un programme qui demande le prénom, le nom, l'âge, l'année de naissance à un utilisateur. Je vous donne quand même une indication, on utilisera les types int et char uniquement. Je vous mets une aide pour lire une chaîne de caractères. Alors il y a une exception, donc je vais vous préparer un petit peu le terrain. Terrain pour le devoir, live 1, on va l'appeler. Pour le terrain pour le devoir, je vais vous montrer comment vous devez faire pour déclarer la variable du nom ou du prénom directement. Vous allez faire char prénom 50. Alors, je vous explique ce que j'ai fait ici. J'ai fait une déclaration d'une chaîne de caractères qui va prendre 50 caractères maximum. En fait, dans la déclaration du Hello World, vous avez remarqué qu'on a utilisé une chaîne de caractères ou un tableau avec des crochets, on n'avait rien mis dedans et on avait directement mis des accolades. En fait, c'est un processus simplifié qui permet de créer un tableau pour vous. Ici, vous allez avoir besoin de créer un tableau de 50 cases. Donc, je vous donne cette indication pour pouvoir faire l'exercice. Vous allez devoir écrire char prénom 50 cases et il n'y a rien derrière le égal parce que vous ne savez pas encore comment il s'appelle. Donc, vous n'allez pas inutilement mettre un égal sans rien derrière puisque l'idée, c'est de lui demander. L'autre information très utile que je vous donne ici, c'est que pour lire un prénom, vous devez utiliser %s pour string, mais vous devez directement mettre prénom. Ça, c'est pour lire ici le prénom. Donc je vais directement écrire un printf ici. Entrez votre prénom. C'est l'exception. Pour tous les autres cas, en revanche, vous êtes contraint de mettre le petit et commercial. Je vous donne déjà le début. Donc, qui demande le prénom et qui l'affiche à l'écran.
Très important. Parce que si vous l'affichez pas, c'est pas utile. Donc, vous voyez, mon commentaire est un peu long. Donc, je vais le transformer en commentaire multiligne. Comme ceci. Hop. Voilà. L'exercice est ici. Il sera également en description. Et lors du prochain live, on fera une très rapide correction. Donc voilà le terrain pour le devoir. Votre mission, c'est donc de compléter le code ici. Voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Donc c'est un concept très particulier. On a perdu beaucoup de temps avec l'installation de CodeBlocks. Probablement le prochain live sera samedi prochain ou dimanche prochain. Et pendant les vacances, je vais essayer d'augmenter le rythme, de préparer éventuellement le terrain pour d'autres langages. S'il y a la moindre chose que vous voulez que je change, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à écrire même dans les commentaires finaux. Je repasserai faire un tour évidemment avant de relancer le live partie 2. D'ici là, portez-vous bien. Et je ferai évidemment lors du prochain live un léger rappel de ce qu'on a fait aujourd'hui, histoire que tout soit clair. Je vous mets le lien du GitHub dans le lien de la vidéo. Ça vous donnera toutes les sources. Ça ne vous donnera pas le corrigé parce que je mettrai le corrigé sur une ressource séparée qui sera disponible seulement une fois le deuxième live sorti. Merci à tous d'avoir suivi le live et on se retrouve du coup a priori la semaine prochaine. On va même, écoutez, on va même ajouter un petit écran de fin. Voilà, le live hybride est maintenant terminé. Je voulais quand même ajouter 2-3 précisions par rapport à tout ce qui a été fait dans ce live. Déjà la première, évidemment, soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais ce concept. Donc à mon avis, il y a forcément matière à s'améliorer. Mais dites-moi quand même si jamais vous avez remarqué quelque chose de vraiment dérangeant durant cette session. J'ai essayé de raccourcir la vidéo du mieux que je pouvais, donc 45 minutes, c'est pas mal. Les prochaines seront plutôt 30 minutes à mon avis puisqu'on n'aura pas tout le temps de perdre avec l'introduction. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est les calculs mathématiques. Ça peut vous être très utile si jamais vous voulez commencer à jouer un petit peu avec les variables, notamment des types int et les types float. Pour faire une multiplication, vous devez utiliser le signe étoile et ça fonctionne exactement comme avec une opération que vous écririez sur un papier. Vous écrivez la variable 1, étoile la variable 2, et ça vous donnera du coup le résultat directement de la multiplication de ces deux valeurs. La division utilise le slash, l'addition utilise le symbole plus, et la soustraction utilise le symbole moins. Vous pouvez également utiliser le modulo, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne, en utilisant le signe pourcentage. Lors de la prochaine session, on verra donc comment gérer des tableaux de nombres, puisque pour l'instant vous avez vu à vue d'œil un tableau, à quoi ça ressemble grâce aux chaînes de caractères, mais vous n'avez pas pu vraiment comprendre ce que ça fait en détail. Le meilleur moyen de montrer l'utilité d'un tableau, c'est de créer un tableau de nombres entiers pour pouvoir le parcourir, le trier. Également, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est comment faire vos propres fonctions, puisque pour l'instant, on n'a fait que utiliser la fonction main, qui était déjà fournie par le C. L'idée étant de créer notre propre fonction pour voir un petit peu comment on peut répartir son code intelligemment. Et la troisième chose qu'on verra, comment répartir son code dans plusieurs fichiers différents, à la fois dans Xcode et dans CodeBlocks, puisque ça peut toujours vous être utile si jamais vous commencez à travailler sur des projets plus grands. À tout moment, évidemment, on pourra s'arrêter, prendre une pause et répondre à vos interrogations, vos questions. Si vous en avez déjà maintenant et que vous ne voulez pas rejoindre le live au moment où il sera tourné, vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans les commentaires pour le live suivant. Portez-vous bien et restez chez vous.